Bismillah. Voilà, donc je vais partager avec vous les documents sur lesquels on va travailler. D'accord. D'accord, voilà. D'accord, voilà. Donc, il y a à gauche, évidemment, il y a l'énoncé de l'exercice, et à droite, donc, la solution. Alors, la première chose à faire, c'est de lire attentivement, évidemment, l'exercice. On cherche à estimer l'âge moyen, la variance des âges et la proportion des fumeurs dans une population de 5 personnes appelées P1, P2, P3, P4, P5. Alors, les réponses données aux deux questions suivantes, quel âge avez-vous? Êtes-vous fumeur? Sont reproduites dans le tableau ci-dessous. Donc, sur la première colonne, j'ai les différentes personnes de cette population, les différents individus de cette population. Sur la deuxième colonne, j'ai l'âge, d'accord, des différentes personnes. Et sur la dernière colonne, sur la troisième colonne, d'accord, il s'agit donc de savoir si la personne est fumeuse ou non. Donc la première personne, par exemple, elle est fumeuse. Deuxième personne, non fumeuse, etc. Donc voilà donc, le tableau des réponses. À partir de tous les échantillons de dimension n égale 2, il s'agit de définir les variables aléatoires x1 et x2, de l'échantillon aléatoire, donner les lois de probabilité des variables aléatoires x1 et x2, et donner les lois de probabilité des variables d'échantillonnage, c'est-à-dire la moyenne d'échantillonnage, la variance d'échantillonnage et la proportion d'échantillonnage. Dernière question, on nous demande d'étudier les propriétés de ces différentes variables d'échantillonnage. Et on nous demande de conclure, d'accord, pour les différentes questions, donc pour les différentes questions de l'exercice. D'accord? Alors, la première chose, première remarque, c'est qu'on ne nous précise pas le mode de tirage. Donc, est-ce qu'il s'agit de procéder à des tirages avec remise ou sans remise? D'accord? Donc, on va considérer les deux cas, évidemment. Alors, pour répondre à l'ensemble de ces questions, on va dresser un tableau de calcul. D'accord? Le tableau de calcul que vous avez ici. D'accord? Alors, sur la première colonne, donc, j'ai en fait le nombre de cas possibles. Lorsque je procède donc à des tirages avec remise, d'accord? Si je procède donc par tirage avec remise, j'ai combien de possibilités? J'ai 5 personnes. Donc, je peux par exemple choisir au premier tirage P1 et choisir au deuxième tirage P1 également. C'est une possibilité. Je peux choisir P1 au premier tirage et P2 au deuxième tirage. Donc, je vais obtenir 22-20 dans ce cas, comme âge, si je m'intéresse à l'âge. Ainsi de suite, je peux choisir P1 au premier tirage et P3 au troisième tirage. Donc 22-25. Donc voilà, ici j'ai toutes les possibilités, d'accord, d'un tirage avec remise. De toutes les possibilités donc d'un tel tirage avec remise. Alors je constitue des échantillons de taille 2. D'accord? D'accord? Donc mes échantillons sont de taille 2. Alors, je peux calculer l'âge moyen dans ces différents échantillons. D'accord? L'âge moyen dans le premier échantillon, d'accord?
C'est 22. 22 plus 22 sur 2, hein, égale 22. Pour le deuxième échantillon, le deuxième cas possible, deuxième échantillon, l'âge moyen, c'est 21. 22 plus 20 sur 2. Et j'obtiens 21. D'accord? Donc, si je veux estimer, par exemple, l'âge moyen, je vais procéder je vais donc constituer un échantillon. D'accord? Je peux aboutir à cet échantillon, comme je peux aboutir à cet échantillon. D'accord? C'est aléatoire. D'accord? Voilà donc les différentes estimations possibles que je peux obtenir dans ce cas. D'accord? Si je procède par tirage avec remise. D'accord? Donc, ce que j'ai ici, en fait, c'est les âges moyens dans les différents échantillons particuliers que je peux considérer comme des estimations possibles de l'âge moyen. D'accord? Alors, je peux aussi, parce qu'on nous demande d'estimer la variance des âges. D'accord? Alors, pour estimer la variance des âges, évidemment, je dois utiliser le meilleur estimateur possible. D'accord? Le meilleur estimateur. D'accord? C'est-à-dire un estimateur centré, convergent et efficace. D'accord? Alors, on a montré dans le cours que le meilleur estimateur dans le cas avec remise, d'accord? Dans le cas, en fait, non exhaustif, c'est la quasi-variance. D'accord? C'est-à-dire, en fait, on parle de quasi-variance parce qu'au lieu de diviser par n, je divise par n moins 1 seulement. D'accord? Vous savez que la variance, comment je la calcule? D'accord? C'est le moment centré dans 2. Le moment centré dans 2. D'accord? Alors, au lieu de diviser par n, je divise par n moins 1, donc on parle de quasi-variance. Alors, dans notre cas, n, petit n, c'est combien? C'est 2. Donc, 1 sur 1 sur 1. Et le reste sont des xj moins x par au carré. D'accord? N égale 2. Donc, finalement, j'obtiens donc comme estimateur de la variance dans mon cas, x1 moins x bar au carré, plus x2 moins x bar au carré. D'accord? Alors, pour le premier échantillon, d'accord? La première valeur donc de cet estimateur, c'est 0. Pourquoi? C'est 22 moins 22 au carré, c'est-à-dire 0 au carré. Plus 22 moins 22 encore au carré, c'est-à-dire 0. 0 plus 0, c'est 0. Pour le deuxième échantillon, j'ai 22 moins 21 au carré, donc c'est 1 au carré, plus 20 moins 21 au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré. 1 au carré plus 1 au carré. 1 plus 1, c'est 2. Ainsi de suite. Voilà, donc j'ai les différentes valeurs de cet estimateur non exhaustif de la variance. D'accord? Alors, pour l'estimateur, maintenant, exhaustif, l'estimateur exhaustif de la variance, c'est-à-dire le meilleur estimateur dans le cas sans remise. D'accord? On a montré dans nos cours que le meilleur estimateur exhaustif de la variance, c'est S de n seconde. En fait, c'est la quasi-variance multipliée par n-1 sur n. D'accord? Alors, entre parenthèses, les estimateurs, les meilleurs estimateurs des différents paramètres ont été encadrés dans les tableaux récapitulatifs des principaux résultats. Donc, vous allez trouver dans le livre les différents estimateurs à utiliser
D'accord? Les estimateurs à utiliser, vous allez les trouver encadrés dans les tableaux récapitulatifs des principaux résultats. D'accord? Donc, alors, pour simplifier, donc, pour résumer, donc, dans le cas non exhaustif, donc, le meilleur estimateur de la variance dans le cas non exhaustif, c'est S2, c'est la quasi-variance. Et dans le cas exhaustif, c'est quasi-variance multipliée donc par N-1 sur N. Donc, dans notre cas, cet estimateur s'écrit grand N pour nous, c'est combien? C'est 5. Petit n, c'est 2. Donc, c'est 4 cinquièmes. 5 moins 1, 4. Et 4 cinquièmes, donc, multiplié par la quasi-variance d'échantillonnage de tout à l'heure, c'est-à-dire ça. D'accord? Voilà donc comment je vais. Voilà donc l'estimateur, dans notre cas, l'estimateur exhaustif de la variance dans notre cas. D'accord? Alors, c'est les différentes valeurs de cet estimateur, vous allez le trouver ici. Donc, pour ce cas, évidemment, j'ai rien. D'accord? Parce qu'il s'agit de tirage sans remise. D'accord? Je ne peux pas avoir ce cas. D'accord? C'est impossible, puisque je procède par tirage sans remise. D'accord? Alors, le suivant, c'est 22,20. D'accord? Donc, pour avoir la valeur de l'estimateur exhaustif de la variance, d'accord? Il suffit donc de considérer la quasi-variance de tout à l'heure, 2, multiplié par combien? Les 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, c'est-à-dire 4 cinquièmes, donc 1 sur 5, c'est 0,2. 0,2 fois 4, c'est 0,8. Donc, il suffit de multiplier 2 par 0,8. 2 multiplié par 0,8, c'est 1,6. 1,6. D'accord? C'est la même chose pour ce cas-là. 4 cinquièmes multiplié par 0,8, c'est 3,6. D'accord? Donc, il suffit de multiplier les différentes valeurs, les différents résultats possibles, les différents résultats obtenus auparavant, ces résultats, d'accord, ces différentes valeurs de l'estimateur exhaustif, il suffit de les multiplier par 0,8 pour trouver donc les valeurs de l'estimateur exhaustif de la variance. D'accord? Voilà. Alors, voilà dernière chose, d'accord, donc on nous demande aussi d'estimer donc la proportion de fumeurs dans la population en question. Alors, on va considérer les différents, voilà, si vous voulez, les différents échantillons possibles. Alors attention ici, on s'intéresse à un caractère qualitatif. On s'intéresse à un caractère qualitatif. D'accord? Le caractère fumeur. D'accord? Donc, si je considère une personne, elle est soit fumeuse, une personne de la population, elle est soit fumeuse, soit non fumeuse. D'accord? Donc, si je considère le premier échantillon, d'accord? Il s'agit dans ce cas, j'ai choisi dans ce cas, le tirage aléatoire a abouti donc à ce résultat. P1, P1 si vous voulez. Au premier tirage, j'ai obtenu donc comme résultat personne P1. Au deuxième tirage, j'ai choisi également la personne P1. Mais la personne P1 est fumeuse. Donc, je peux encore écrire cet échantillon de cette façon, 1-1. D'accord?
Alors, pour le deuxième échantillon, j'ai choisi au premier tirage la personne P1 et au deuxième tirage, j'ai choisi la personne P2, donc 22 bains. La première personne est fumeuse, mais pas la deuxième. Donc, c'est 1, 0. Donc, 1, évidemment, c'est pour fumeur et 0 pour non-fumeur. D'accord? Ainsi de suite. Pour 22, 25, 22, la personne P1 est fumeuse, mais la personne P3 n'est pas fumeuse. Donc 1, 0. Personne P1 fumeuse, mais la personne P3 n'est pas fumeuse, ainsi de suite. Alors, je peux calculer la proportion de fumeurs dans l'échantillon particulier, dans ces échantillons particuliers. D'accord? Je considère ici tous les résultats possibles et imaginables. Tous les résultats possibles d'un tirage, d'un double tirage au sort. D'accord? Donc, j'obtiens ici, je peux calculer donc la proportion de fumeurs dans chaque échantillon particulier. D'accord? La proportion de fumeurs, comment je calcule la proportion? D'accord? C'est l'estimateur de la proportion. C'est dans un échantillon aléatoire, c'est le nombre d'individus possédant le caractère, le nombre d'individus possédant le caractère considéré sur la taille de l'échantillon, c'est-à-dire en fait, dans notre cas, le nombre de fumeurs sur la taille de l'échantillon, qui est 2 pour nous. D'accord? Alors, Zn, c'est la somme des xi' sur n, dans notre cas. En général, c'est la somme des xi' sur n. Donc, xi', donc, on va prendre la valeur 1 ou 0 selon que l'individu est fumeur ou non. Alors, si je calcule, si je fais la somme des 1 et des 0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens justement le nombre de fumeurs. D'accord? Puisque xi' ne prend que 1 ou 0. Alors, comment on appelle les variables qui ne prennent, comment on appelle une variable qui ne prend que 1 ou 0 avec des probabilités? C'est une variable de Bernoulli. C'est une variable de Bernoulli. D'accord? C'est une variable aléatoire particulière qui ne prend que 1 ou 0 avec des probabilités. D'accord? Et voilà. Donc, j'obtiens ainsi, le tableau de calcul qui va me permettre de répondre à l'ensemble des questions de l'exercice, de cet exercice. D'accord? Alors, passons maintenant, commençons d'abord par définir les variables aléatoires x1 et x2 de l'échantillon aléatoire x1, x2. Alors, si je procède à un tirage avec remise, je peux représenter le résultat de cette façon, de façon générale, x1, x2. x1, en fait, c'est le résultat du premier tirage au sort, et x2, c'est le résultat du deuxième tirage au sort. D'accord? Donc, si je m'intéresse à l'âge, par exemple, x1, ça serait l'âge de la première personne tirée au sort, et x2, ça serait l'âge de la deuxième personne tirée au sort. D'accord? Donc, c'est facile de définir les variables aléatoires x1 et x2 de l'échantillon aléatoire. D'accord? L'échantillon aléatoire, c'est x1 et x2. C'est, si vous voulez, la formulation générale du résultat d'un double tirage au sort. D'accord? Et ici, j'ai les différentes valeurs de cet échantillon aléatoire. D'accord? C'est ce qu'on a appelé dans le cours des échantillons particuliers. D'accord? C'est les échantillons, les différentes valeurs possibles de l'échantillon aléatoire en question. D'accord? Donc, x1, donc, on peut la définir, d'accord, très simplement comme l'âge de la première personne tirée au sort. x2, je peux la définir comme l'âge de la seconde personne tirée au sort, tirée au hasard.
Alors, la loi de probabilité de x1 maintenant, comment on nous demande, la deuxième question, on nous demande de donner la loi de probabilité des variables aléatoires x1 et x2. Alors, commençons par x1 d'abord. x1. Alors, comment je vais déterminer la loi de probabilité de x1? D'accord? Je sais que la loi de probabilité, en fait, c'est un tableau. Sur la première ligne, j'ai les différentes valeurs de ma variable. Sur la deuxième ligne, j'ai les différentes probabilités. Donc, associées aux différentes valeurs que prend ma variable. Alors, pour les différentes valeurs de x1, évidemment, je vais tout simplement les trouver sur cette colonne. D'accord? Je vais les trouver sur cette colonne. Alors, pourquoi? Parce que sur la première colonne, j'ai les résultats du premier tirage, les résultats possibles du premier tirage au sort. D'accord? Donc, x1, les différentes valeurs de x1, je vais les lire sur cette colonne. Les résultats du x2, les résultats du deuxième tirage au sort, je vais les lire évidemment sur cette deuxième colonne. D'accord? Alors, commençons d'abord par les différentes valeurs de x1. Alors, je commence par la valeur la plus faible. La valeur la plus faible, c'est 20. Donc, combien j'ai de valeurs 20 sur cette colonne? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et c'est tout. C'est tout. Donc, 20, la valeur 20, d'accord, elle est de fréquence, elle a cette fréquence 5 sur 25. D'accord? J'ai 5 valeurs 20 sur les 25 valeurs que j'ai ici, sur cette colonne. D'accord? 5 sur 25. Donc 20, d'accord? Et a comme fréquence 5 sur 25. D'accord? Mais ici, je considère tous les cas possibles, tous les cas imaginables, tous les cas possibles. D'accord? Tous les cas favorables et tous les cas possibles. Donc, je peux considérer cette fréquence comme une probabilité. D'accord? Alors, maintenant, pour G20, donc, qui se répète 5 fois, j'ai 5 valeurs 20 sur 25. D'accord? Maintenant, la deuxième valeur, c'est 22. Deuxième valeur, 22. Alors, j'ai combien de valeurs 22? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Tout simplement, 5 sur 25, là encore. 5 sur 25, c'est un cinquième. D'accord? 22, donc, est de fréquence 5 sur 25. Que je peux considérer comme une probabilité. La fréquence, donc cette fréquence, en quelque sorte limite, je peux la considérer comme une probabilité. Alors, et ainsi de suite. Pour 24, on montre que 24 se répète 10 fois sur 25, c'est-à-dire 2 cinquièmes. 25, enfin, finalement, 25, enfin, 25 se répète 5 fois sur, et a comme fréquence 25, donc, et de fréquence 5 sur 25, c'est-à-dire un cinquième, 1 sur 5. D'accord? Alors, pour la loi de probabilité de x2, c'est un peu la même histoire. D'accord? Donc, je considère cette colonne maintenant, je considère donc les résultats du deuxième tirage au sort. D'accord? x2, donc, on montre que x2 prend les valeurs 20, 22, 24, 25. D'accord? Avec ses probabilités. D'accord? 20 est de fréquence 5 sur 25, 22 est de fréquence 5 sur 25, etc. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que x1 et x2 ont la même distribution, ont exactement la même distribution que l'âge x dans la population. X et x1 et x2 désignent évidemment x, c'est l'âge. D'accord? X1, on a dit, désigne le résultat du premier tirage au sort, ou l'âge de la première personne tirée au sort.
X2, évidemment, c'est la désigne, X2 désigne donc l'âge de la deuxième personne. D'accord? Alors, les probabilités, les lois de probabilité, donc, sont identiques à la loi de probabilité de X, simplement dans la population. Donc, les X1 et X2 ont exactement la même distribution que l'âge X dans la population. D'accord? Alors, si on considère maintenant la population, d'accord? Je m'intéresse à l'âge. D'accord? Alors, vous voyez que l'âge, en fait, l'âge prend les valeurs 20, 22, 24 et 25. Les mêmes valeurs que X1 et X2. D'accord? Avec ces fréquences. 22, 20 de fréquence 1 cinquième, 22, d'accord? Et de fréquence 1 cinquième également, 24 et de fréquence 2 cinquièmes. Donc vous voyez que les distributions sont identiques. D'accord? La distribution les distributions de X1 et X2, les X1 et X2, donc, ont exactement la même distribution que l'âge X dans la population. D'accord? Alors, si je veux calculer l'âge moyen de la population, je peux. D'accord? Dans ce cas simplifié. D'accord? Alors, comment je fais? L'âge moyen, donc, c'est la somme des âges sur combien? Sur 5, n'est-ce pas? Alors, si vous faites la somme des âges divisé par 5, vous devez obtenir 23 ans. Ça, c'est l'âge moyen dans la population. C'est-à-dire le paramètre. Paramètre âge moyen. D'accord? Si vous calculez la variance, vous devez trouver 3,2 comme variance. Alors, étant donné que X1 et X2 ont la même distribution que X, donc leurs espérances sont identiques. Et leurs variances sont identiques également. D'accord? Les variances sont les mêmes variances. D'accord? Maintenant, troisième question. Troisième question, c'est on nous demande de donner la loi des probabilités de la moyenne d'échantillonnage. La loi de probabilité, en fait, des variables d'échantillonnage. Moyenne d'échantillonnage, variance d'échantillonnage, proportion d'échantillonnage, ce sont, comme on l'a vu dans le cadre du cours, ce sont des variables, on les appelle variables d'échantillonnage. D'accord? Donc, donnons la loi de probabilité de la moyenne d'échantillonnage. D'accord? Alors, quelles sont les différentes valeurs de cette moyenne, de la moyenne d'échantillonnage? D'accord? Différentes valeurs, donc. Une loi de probabilité, donc, c'est un tableau, comme on l'a dit, un tableau. Sur la première colonne, sur la première ligne, j'ai les différentes valeurs de ma variable. Sur la deuxième colonne, sur la deuxième ligne, j'ai les différentes probabilités associées aux différentes valeurs que prend ma variable. Alors, ma moyenne d'échantillonnage, d'accord, moyenne d'échantillonnage, les différents en fait valeurs de cette moyenne d'échantillonnage, je vais les trouver ici, tout simplement. D'accord? Comment se présente ma moyenne d'échantillonnage? La moyenne d'échantillonnage, en fait, c'est la somme des EJ, en fait, c'est la somme des variables aléatoires de mon échantillon aléatoire sur N. Dans mon cas, dans notre cas, petit l, c'est 2. D'accord? Et mon échantillon est de taille 2. Donc, composé donc de 2 variables aléatoires seulement.
x1 donc plus x2. Donc je peux encore écrire la moyenne d'échantillonnage grand x1 plus grand x2 sur 2. Alors, les valeurs de cette moyenne d'échantillonnage, je vais les trouver ici tout simplement. D'accord? Si x1 est égal à 22 et x2 est égal à 22, dans ce cas, la moyenne d'échantillonnage va prendre cette valeur particulière. 22 plus 22 sur 2, c'est-à-dire 22. Voilà la valeur que prend ma variable aléatoire. D'accord? Dans le cas où x1 prend la valeur 22, c'est-à-dire dans le cas où la première personne tirée au sort, c'est la personne P1, dans le cas où donc le tirage au sort aboutit donc le tirage au sort, c'est-à-dire le premier tirage au sort aboutit donc à ce résultat, à 22 comme résultat, c'est-à-dire je choisis la première personne, je choisis donc au hasard la première personne, personne P1, premier tirage, et je choisis la personne P2 au deuxième tirage. Dans ce cas, donc, j'ai l'âge de la première personne, personne P1, et l'âge de la deuxième personne, la personne P2 tirée au sort. Donc, dans ce cas, donc, âge moyen, âge de la première, de la personne P1 plus âge de la personne P2 sur 2. Donc, c'est 22 plus 20 sur 2. J'obtiens 21, ainsi de suite. Donc, j'ai ici, en fait, les différentes valeurs possibles de mon moyen d'échantillonnage. D'accord? D'accord? Donc, les différentes valeurs de ma moyenne d'échantillonnage, je vais les lire sur cette colonne. D'accord? Alors, là, je vais les classer par ordre quand même. Donc, la première valeur, c'est 20. Et 20 et de fréquence. J'ai une seule valeur 20 sur cette colonne. Elle est de fréquence 1 sur 25. Et de fréquence, j'ai une valeur 20 sur 25. J'ai une seule valeur 20 sur 25 valeurs, sur les 25 valeurs possibles. D'accord? Deuxième valeur, c'est 21. 21 se répète combien de fois? 21, 21 encore. Donc, j'ai deux valeurs 21 sur 25. D'accord? Ainsi de suite. D'accord? Donc, toutes les valeurs de la moyenne d'échantillonnage, je vais les lire sur cette colonne. D'accord? Les fréquences, d'accord, figurent sur la deuxième ligne de ce tableau. Fréquences que je peux considérer toujours comme des probabilités, d'accord? Puisque je considère encore une fois, donc je considère tous les cas possibles et tous les cas favorables. Donc je peux considérer la fréquence comme je peux considérer les fréquences comme des probabilités dans ce cas. Alors en fait, cette loi de probabilité me donne en fait toutes les estimations possibles et imaginables. D'accord? Toutes les estimations possibles et imaginables de l'âge moyen. D'accord? Avec les probabilités. Donc vous voyez l'intérêt de la loi de probabilité d'une variable d'échantillonnage. D'accord? J'ai ici, en fait, je ne peux pas avoir d'autres estimations que ces estimations-là du paramètre M. D'accord? J'ai ici toutes les estimations possibles et imaginables de l'âge moyen, avec des probabilités en plus. Alors maintenant, si je calcule l'espérance, d'accord? J'obtiens donc le paramètre M. Pourquoi? Parce que on l'a montré dans le cours que la moyenne d'échantillonnage est un estimateur. La moyenne d'échantillonnage est un estimateur centré de M. C'est-à-dire, en moyenne, cet estimateur me donne le paramètre que je cherche.
C'est clair ici. J'espère que je peux l'assimiler à une moyenne. D'accord? L'espérance de x bar, d'accord, me donne le vrai paramètre que je cherche. D'accord? En moyenne, le paramètre que je cherche, en moyenne, l'estimateur, en moyenne, l'estimateur me donne le paramètre que je cherche. Pourquoi? Parce que c'est un estimateur centré. Parce que j'ai utilisé un estimateur centré du paramètre. Alors maintenant, la variance de cet estimateur. D'accord? J'utilise la formule développée, évidemment. Donc, c'est le moment simple d'ordre 2 moins le carré du moment simple d'ordre 1. Donc, vous devez trouver, si vous calculez la variance, vous devez trouver 1,6. Mais 1,6, c'est quoi? C'est 3,2 sur 2. Or, 2, c'est la taille de l'échantillon. La taille de notre échantillon est 3,2. C'est la variance de la population. Donc, on retrouve les résultats du cours. La variance de la moyenne d'échantillonnage, la variance de l'estimateur, en fait, non exhaustif de la moyenne, la variance de l'estimateur non exhaustif de la moyenne. D'accord? C'est sigma 2 sur 1. D'accord? Alors maintenant, la remarque qu'on peut faire, c'est que si je calcule la moyenne de ces, si je fais la moyenne de ces différentes estimations de l'âge moyen, je trouve donc 23 ans, c'est-à-dire le paramètre que je cherche justement. D'accord? Parce que, tout simplement, l'estimateur que j'ai utilisé est un estimateur centré, c'est-à-dire en moyenne, il me donne, si j'utilise donc l'estimateur centré, il suffit donc, si je procède donc à un certain nombre d'estimations du paramètre M, donc il suffit de faire la moyenne de ces différentes estimations. Il faut faire comme un certain nombre d'estimations de ce type. Donc il suffit de faire la moyenne de ces estimations pour retrouver le paramètre, le paramètre cherché, paramètre de la population cherché, qui est généralement inconnu et qu'il s'agit d'estimer. Alors maintenant, dernière question, il s'agit d'étudier, non, il reste quand même la loi de la variance d'échantillonnage. La loi de la variance d'échantillonnage, donc on a déterminé la loi de la moyenne d'échantillonnage. Maintenant, il s'agit de dresser, de donner la loi de la variance d'échantillonnage, la loi donc de l'estimateur non exhaustif, la loi de l'estimateur non exhaustif de la variance. Alors, l'estimateur non exhaustif, je rappelle que l'estimateur non exhaustif de la variance, ce n'est autre que la quasi-variance. Le meilleur estimateur en fait de la variance, dans le cas non exhaustif, c'est la quasi-variance. Et cette quasi-variance, on l'a montré tout à l'heure. Je peux encore l'écrire x1 moins x bar au carré plus x2 moins x bar au carré, dans notre cas. D'accord? Parce que pour nous, petit n, c'est 2. On considère des échantillons de taille 2. D'accord? Donc, je peux me permettre d'écrire l'estimateur de la variance, l'estimateur non exhaustif de la variance. Dans notre cas, je peux me permettre donc de l'écrire de cette façon. Alors, quelle est la loi de probabilité? Donc, je dois déterminer les valeurs que prend mon estimateur avec des probabilités. Alors, je vais lire
je vais lire donc je vais obtenir en fait les différentes valeurs de mon estimateur. D'accord? Je vais retrouver donc je vais lire les différentes valeurs de mon estimateur sur cette colonne. D'accord? Alors, 0, j'ai les 0 qui se répètent, j'ai 0 en fait, qui se répète en fait 5 fois, pardon, plus que ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il se répète 0 est de fréquence 7 sur 25. Alors, maintenant, 0,5, 0,5, donc 0,5, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 sur 25. 0,5, 4 sur 25. Alors, vous avez constaté que j'ai pris quand même, j'ai pris donc, j'ai classé les différentes valeurs de ma variable par ordre croissant. Donc, pour que les calculs, pour faciliter les calculs par la suite. Et les probabilités, je les ai sur la deuxième ligne. Alors, calculons l'espérance. Voyons si notre estimateur est centré. Vérifions plutôt que l'estimateur est centré. Cet estimateur est centré. Il suffit de calculer l'espérance. L'espérance, donc, calculer l'espérance à partir donc, de ce tableau des probabilités. 0 multiplié par 7 sur 25, plus 0,5 multiplié par 4 sur 25, etc. Et j'obtiens 3,2, c'est-à-dire sigma 2, c'est-à-dire le paramètre de la variance, c'est-à-dire en fait la variance de la population. D'accord? Donc, cet estimateur me donne en moyenne le paramètre que je cherche. Donc, il s'agit bien d'un estimateur centré de sigma. D'accord? Et on montre dans le cours qu'il s'agit que cet estimateur est convergent. D'accord? Ils sont très donc convergents. D'accord? Évidemment, il faut toujours utiliser le meilleur estimateur. Pour donc estimer un paramètre, évidemment, il faut utiliser le meilleur outil. D'accord? Et dans notre cas, d'accord? Dans notre cas, il faut utiliser donc un estimateur centré, convergent, efficace. Alors, voilà donc, on a considéré jusqu'à présent le cas non exhaustif. Autre possibilité, c'est de procéder sans remise. Tout à l'heure, j'ai procédé avec remise. Je peux procéder aussi sans remise pour constituer mes échantillons. Alors, combien, si je veux former des échantillons en procédant sans remise, donc si je veux former des échantillons de taille 2 en procédant sans remise, j'ai combien de possibilités? Donc, 5 multiplié par 4, d'accord? Premier tirage, j'ai 5 possibilités. Au deuxième tirage, il ne me reste que 4 possibilités seulement. D'accord? Puisque je procède sans remise. Je ne peux pas tirer je ne peux pas choisir le même individu au deuxième tirage. D'accord? Donc, il me reste. Donc, si j'ai choisi, par exemple, premier tirage P1, je ne peux pas choisir encore une fois P1 au deuxième tirage. D'accord? Puisque je procède sans remise. D'accord?
Donc, j'ai 20 possibilités dans ce cas. Alors, maintenant, je vais reprendre les différentes questions. Puisque j'ai changé de mode, je change de mode de tirage. D'accord? Je procède donc maintenant par tirage sans remise. Donc, première question, je vais définir les variables aléatoires x1 et x2 de l'échantillon aléatoire x1 et x2. Alors, est-ce que les définitions changent? Non. Les définitions des variables x1 et x2 sont identiques, restent identiques à celles qui ont été données dans le cas d'échantillon avec remise. x1, c'est toujours le résultat du premier tirage au sort. C'est l'âge, en fait, plus exactement l'âge, puisque je m'intéresse à l'âge dans une première étape, c'est l'âge de la première personne tirée au sort. X2, c'est toujours l'âge de la deuxième personne tirée au sort, tirée au hasard. Maintenant, la loi de probabilité de x1. La loi de probabilité de x1, donc, je vais la lire où? Je vais retrouver les différentes valeurs de x1 sur cette colonne, toujours sur cette colonne, mais en éliminant les lignes rouges. Les lignes rouges qui correspondent en fait, qui correspondent donc à au cas où je choisis la même personne dans les deux tirages. D'accord? Par exemple, pour ce cas, je choisis P1 au premier tirage et P1 au deuxième tirage. Ici, je choisis P2 au premier tirage et la même personne au deuxième tirage P2 également. Donc, je vais éliminer les cas qui se répètent, si vous voulez. Ces cas-là, en rouge, que j'ai marqué en rouge. Donc, il faut ne pas considérer, dans ce cas, les lignes rouges. Pourquoi? Parce que je procède sans remise. Donc, je vais considérer uniquement ces couples, ces valeurs possibles, ces échantillons particuliers possibles. Alors, je vais lire donc la valeur x1, les différentes valeurs de x1 sur cette colonne. Alors, comme tout à l'heure, je vais commencer par la valeur la plus faible, 20. Alors, 20, donc vous voyez que 20 se répète combien de fois? 20, donc 4. Et c'est tout. 4 sur 20. Et de fréquence 4 sur 20, c'est-à-dire un cinquième. Alors, 22, je fais la même chose. 22, j'ai 3, 4. Et c'est tout. 4 sur 25. C'est-à-dire 4 sur 20, pardon. 4 sur 20, c'est-à-dire un cinquième. Ainsi de suite. Je fais la même chose pour donc, les différentes valeurs de x1. Donc, toujours lire x1 sur cette colonne. D'accord? Pour x2, je vais lire les différentes valeurs de x2 sur cette colonne. D'accord? Et j'obtiens la loi de probabilité de x2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que x1 et x2 ont la même distribution que x, là encore. Donc, ils ont la même espérance. Et ils ont la même variance. D'accord? Puisqu'ils ont la même distribution que la variable âge dans la population. Alors, voilà donc pour x1, x2. Maintenant, pour les lois de probabilité, on les a définies. Maintenant, troisième question, on nous demande de donner la loi de probabilité de la moyenne d'échantillonnage dans le cas, en fait, exhaustif.
le cas sans remise. Alors, dans le cas sans remise, je vais attribuer en fait, donc pour donc assurer, pour donc être sûr qu'une personne ne peut pas être choisie deux fois. D'accord? Je vais attribuer à chaque personne pays de la population une variable aléatoire, en fait, de Bernoulli, Isardi. Isardi prend la valeur 1 si la personne pays appartient à l'échantillon et 0 sinon. Donc, je vais attribuer à chaque personne de la population une variable YI. D'accord? Et cette variable YI prend la valeur 1, donc si la personne pays appartient à l'échantillon et 0 sinon. Alors, chaque personne de la population a une probabilité de 2/5 d'appartenir à l'échantillon. D'accord? Il a, si vous voulez, 2 chances sur 5 de faire partie de l'échantillon, de l'échantillon. D'accord? Et il a 3 chances sur 5 de ne pas appartenir à l'échantillon. Donc, finalement, ma variable YI de Bernoulli, la loi de probabilité de ma variable de Bernoulli, je peux donc la présenter de cette façon. Donc, j'ai les valeurs de ma variable sur la première ligne et j'ai les probabilités sur la deuxième ligne. Voilà, si vous voulez, la loi de probabilité de ma variable exacte. Alors, dans le premier échantillon particulier, donc, rappelons que la moyenne d'échantillonnage, la moyenne d'échantillonnage, dans le cas exhaustif, d'accord, s'écrit somme des x, y, i sur 2 dans notre cas, puisque n, pour nous, c'est 2. Mais la somme, en fait, selon i égale 1 jusqu'à 5. D'accord? Dans le premier cas, le premier cas, c'est celui-là, hein. Pas celui-là, parce que je procède par tirage sans remise. D'accord? Alors, si je considère cet échantillon, je vois tout de suite que la première personne a été choisie. Donc, Y1 égale 1. Et la deuxième personne a été choisie également. Y2 égale 1. Mais pas la personne P3, ni la personne P4, ni la personne P5. Donc, dans ce cas, je vais dire, je vais pouvoir écrire Y1 égale 1, Y2 égale 1, et les autres variables sont nulles. Donc, si je calcule la moyenne avec ces valeurs, d'accord, je vais trouver en fait, je vais trouver x1, petit x1 plus, c'est-à-dire l'âge de la première personne, de la personne P1 tirée au sort, plus l'âge de la deuxième, de la personne P2 tirée au sort, sur 2. Donc, ça revient en fait à calculer l'âge moyen dans cet échantillon particulier, c'est-à-dire 21. D'accord? Vous pouvez faire la même chose. Dans ce cas-là, c'est P1 qui a été choisi au premier tirage et c'est P3 qui a été choisi au deuxième tirage. Donc, Y1 égale 1 et c'est Y3 qui est égal à 1 dans ce cas. Y2 égale 0. Y4 et Y5 égale 0 également. D'accord? Donc, vous voyez que cette moyenne, la moyenne d'échantillonnage dans le cas exhaustif revient en fait à calculer les moyennes, les différentes valeurs de cette moyenne d'échantillonnage dans le cas exhaustif, les différentes valeurs, ce ne sont autres que les moyennes
donc l'âge moyen dans les différents échantillons particuliers. Exception faite, évidemment, de ces lignes en rouge, d'accord? D'accord? Qui sont, dans ce cas, impossibles, parce que je procède par tirage sans remise. Alors, donc, sur la première ligne, d'accord? Sur la première ligne, évidemment, j'ai les différentes valeurs de la moyenne d'échantillonnage, la moyenne exhaustive d'échantillonnage. Alors, la valeur, est-ce que j'ai la valeur 20? Non, je n'ai pas la valeur 20. Est-ce que j'ai la valeur 21? 21, première valeur, c'est la valeur 21. 21 se répète, donc 2 fois, là on se répète, oui, voilà, se répète 2 fois sur 20. 22, il se répète combien de fois? J'ai 2 fois, 3 fois, 4 fois sur 20, ainsi de suite. Donc, je peux établir facilement la loi de probabilité de la moyenne d'échantillonnage. La moyenne d'échantillonnage dans la moyenne d'échantillonnage, cas exhaustif. La moyenne, si vous voulez, exhaustive d'échantillonnage. Dans ce cas. Alors, si je calcule l'espérance, je j'obtiens l'âge moyen dans la population. Donc, cet estimateur, d'accord, est un estimateur centré, d'accord. Eh bien, un estimateur centré du paramètre M. Alors maintenant, sa variance. Si vous calculez la variance, vous devez trouver 1,2. Mais 1,2, c'est quoi? D'accord? Donc, je peux évidemment calculer la variance directement à partir de la loi de probabilité. Je peux utiliser aussi les formules obtenues dans le cours. D'accord? 1,2, en fait, c'est aussi sigma 2 qui est 3,2, c'est-à-dire la variance, le paramètre, donc variance dans la population, 3,2. D'accord? Petit n, c'est 2. La taille de la population, c'est 5. Ici, petit n, c'est 2. Donc, le facteur d'exhaustivité, c'est 3 quarts. Donc, 3,2 multiplié 3,2 sur 2. C'est un sixième. Un sixième multiplié par 3 quarts. Un sixième divisé par 4, c'est 0. Un sixième divisé par 4, c'est 0,4. 0,4 multiplié par 3, j'obtiens 1,2. D'accord? Exactement, donc, le résultat obtenu. D'accord? Alors, en général, la variance d'un estimateur, exhaustif, c'est la variance de l'estimateur non exhaustif multiplié par le facteur d'exhaustivité. Alors, on peut montrer aisément que cet estimateur est convergent, lorsque n tend vers l'infini. Alors, l'infini pour n, c'est combien? C'est quoi? C'est la taille de la population. D'accord? Donc, je trouve ici 0. 0 multiplié donc par sigma 2 sur n, c'est-à-dire 0. Donc, on voit bien que cet estimateur est convergent. Alors, un estimateur est convergent, un estimateur centré. Il dit convergent dans le cas où sa variance tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et l'infini pour nous, c'est grand n. D'accord? Donc,
montre aisément que cet estimateur exhaustif de la moyenne est un estimateur convergent et il est efficace. D'accord? Pourquoi? Parce que sa variance, la variance de l'estimateur exhaustif, d'accord, est inférieure à la variance de l'estimateur non exhaustif. Parce que j'ai ici la variance de l'estimateur non exhaustif multipliée par le facteur d'exhaustivité qui est généralement inférieur à 1. C'est normal que la variance de l'estimateur exhaustif soit inférieure à la variance de l'estimateur non exhaustif. Donc, convergent et efficace. L'estimateur exhaustif de la moyenne est convergent et efficace. Alors, maintenant, la loi de la variance d'échantillonnage. S de n seconde. La loi de la variance d'échantillonnage S de n seconde. D'accord? Je rappelle la formule. Je rappelle donc l'estimateur. Je rappelle donc l'estimateur. Je rappelle donc l'estimateur exhaustif de la variance. Estimateur exhaustif de la variance. D'accord? Et dans notre cas, cet estimateur exhaustif de la variance s'écrit 4/5 donc multiplié par la quasi-variance. C'est-à-dire que c'est un mode export au cas, plus x le mode export au cas. Donc, on a dit que les valeurs de cet estimateur exhaustif de la variance sont obtenues en multipliant par 4/5 les valeurs donc de l'estimateur non exhaustif de la variance. Donc 1/6, c'est 0,8 fois 2. 4/5, c'est 0,8. 3,6, c'est 0,8 fois 4/5, etc. Donc, les différentes valeurs de l'estimateur exhaustif de la variance, je vais les lire sur cette colonne. Donc, on voit tout de suite que 0 se répète 2 fois. 0 se répète 2 fois sur 20. 0,4 se répète combien de fois? 2 fois, 2 fois, 3 fois. Non, plus que ça. Se répète donc 2 fois, 3 et 4. 4 fois sur 20, etc. Donc voilà, donc je peux établir de cette façon, comme d'habitude, je peux établir donc la loi de probabilité de mon estimateur, d'accord, à partir du tableau de calcul de Tana. D'accord? Vous voyez l'intérêt, si vous voulez, de lire entièrement l'énoncé donc de l'exercice, d'accord, pour pouvoir donc établir un tableau de calcul normalement qui va vous permettre donc de répondre à toutes les questions, différentes questions de l'exercice en question. L'exercice donc l'exercice à traiter. Alors, voyons si cet estimateur est centré. Vérifions que cet estimateur est centré. Je vais calculer l'espérance. Alors, on calcule l'espérance, je trouve sigma sans problème. D'accord? Maintenant, on montre, d'accord, que cet estimateur, comme on l'a vu dans le cours, on montre que cet estimateur est convergent et efficace. D'accord? Alors, on va nous arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. C'était juste une séance pour voir comment ça
ça fonctionne, d'accord? Et évidemment, on aura l'occasion donc de revenir de revenir sur les différentes questions, donc les différents exercices de la série dans les séances, dans les séances, dans les séances qui vont venir, dans les séances suivantes. Voilà donc pour aujourd'hui.